Alors j'ai failli arriver en retard parce que l'État islamique, coupable de tout évidemment, provoque tellement de réactions que chaque jour il y a des bouleversements qui interviennent. Et le dernier en date sur lequel je vous demanderai bien sûr d'intervenir, c'est un communiqué extrêmement curieux et inhabituel, à ma connaissance le premier, entre deux branches d'Al-Qaïda, Al-Qaïda pour la péninsule arabique, organisation à l'origine saoudienne et maintenant largement yéménite, et puis la AQMI, Al-Qaïda pour le Maghreb islamique, qui ont fait un communiqué commun, ce qui, à ma connaissance, est donc le premier, demandant maintenant que les querelles fratricides, ils emploient même le mot de boucherie, un mot très très fort, cesse entre militants islamistes et que toutes les branches d'Al-Qaïda se regroupent face à la coalition dirigée par les États-Unis qui s'est mise en place donc hier lors de la conférence de Paris. Voilà. Mais nous avons parlé, avant de revenir sur ce point, c'est pour montrer ô combien l'État islamique chaque jour produit de l'information, produit non seulement des faits guerriers, mais aussi des bouleversements, et c'est le thème d'ailleurs de la conférence de ce soir. Mais avant de parler de ces bouleversements régionaux, il y a moi une question qui m'a toujours interloqué, c'est on ne parle très peu de l'idéologie de l'État islamique, on parle très peu où il puise son inspiration, en quelque sorte, puisqu'il n'est pas comme ça né de la cuisse de Jupiter. Donc il y a tout un background sur lequel il nous faudrait un petit peu nous pencher. Moi, j'ai noté 2-3 choses. Vous me direz si je me trompe. Alors, l'insistance systématique sur le djihad qu'on retrouve chez les Kharijites, par exemple. Le fait de déclarer takfir quelqu'un, le takfirisme, c'est pourquoi d'ailleurs on appelle ces groupes les groupes takfiristes, c'est-à-dire le fait d'excommunier, de retirer la qualité de musulman à un musulman, ce qui rend licite son assassinat. Est-ce qu'on peut trouver ces racines lointaines dans le kharijisme? C'était d'ailleurs un article récemment publié par 2 chercheurs saoudiens qui faisaient cette liaison. Mariam. Merci. Il faut couper l'autre. Merci. Voilà, ça fonctionne là? Je vais prendre l'autre. Voilà. Alors, je vais pour ma part revenir dans mon intervention, puisque je démarre sur l'État islamique, sur l'histoire de l'État islamique, qui a été une partie importante de ma thèse de doctorat, qui portait sur la période d'occupation et notamment donc, sur l'émergence de ce groupe djihadiste appelé l'État islamique, dont je vais tracer tout d'abord l'histoire, et puis ensuite, comme on a quand même pour préoccupation de questionner aussi les implications, les ramifications régionales de la présence et de l'action de ce groupe, j'essaierai de développer quelques points. Alors pourquoi la période d'occupation? Je pense qu'on en parle moins. Il y a finalement un peu cette idée dans certaines descriptions médiatiques actuelles de l'émergence, du jaillissement de cet État islamique au mois de juin. Alors c'est une considération problématique. Pourquoi? Parce que cette offensive, elle n'a pas débuté en réalité en juin, avec la prise de Mossoul, mais quelques mois plus tôt, en janvier. Et d'ailleurs, c'est passé relativement inaperçu dans la presse, en tout cas occidentale, puisqu'en janvier dernier, une première offensive a été lancée par l'État islamique. Je reviendrai sur les différentes appellations du groupe, mais aujourd'hui, l'appellation du groupe depuis le 29 juin, c'est l'État islamique. Alors pourquoi aussi, j'expliquerai ça. Mais en janvier, on a eu une offensive djihadiste d'envergure sur les 2 bastions du soulèvement armé dans la province d'Al-Anbar, sunnite, que sont Falloujah, ville symbolique parce que 10 ans plus tôt... Alors pourquoi je parle de date? Parce qu'il y a toujours un fort symbole attaché aux dates. C'est jamais choisi pour rien par ce groupe. Donc près de 10 ans plus tôt, il y avait eu 2 sièges militaires américains dans la ville de Falloujah. Et donc l'offensive est intervenue 10 ans après.
Je reviendrai sur l'épisode Fallujah, et c'est passé quasiment inaperçu. Mais en réalité, ça marque le début de cette offensive qui a trouvé son point d'orgue avec la chute de Mossoul, donc début juin, qui a fait finalement connaître l'État islamique à beaucoup, à la majorité de ceux qui n'avaient finalement jamais entendu parler de cette organisation. Au-delà de l'année 2014, l'État islamique a été autoproclamé par la mouvance irakienne d'Al-Qaïda en octobre 2006, plus exactement le 15 octobre, par la dite Alliance des Embaumés, et qui était elle-même un groupe rattaché au Conseil consultatif des Moudjahidines, qui avait été mis en place par l'émir en chef de cette mouvance irakienne d'Al-Qaïda pendant l'occupation américaine, qui était, et vous vous en souvenez certainement, le djihadiste jordanien Abu Musab al-Zarqawi, qui avait pris la tête de ce qu'on appelait à l'époque l'organisation de l'unicité, un terme que vous citez dans vos articles, la fameuse notion de tawhid en arabe, l'unicité ou unification, qui renvoie bien à l'idée d'imposition du sunnisme, de l'islam donc sunnite, et en arrière-fond évidemment de suppression de toute divergence, dissidence, le chiisme étant considéré par les salafistes comme même plus qu'une dissidence, de l'apostasie. Et je reviendrai sur la notion de takfir qui est effectivement propre à ces groupes salafistes djihadistes, et pas seulement d'ailleurs sur le terrain irakien et syrien, ça remonte à plus loin. Alors en 2006, donc cet État est proclamé en octobre. Alors ça intervient aussi quelques mois après la mort de Zarqawi, puisque ce dernier est tué dans un raid américain. Et avant sa mort, il a finalement compris. Enfin, il y a eu un certain nombre d'arbitrages au sein de la mouvance djihadiste. Il y a deux grandes tendances, mais lui était favorable à l'émergence d'un leadership irakien. Alors pourquoi je vous dis qu'il y a eu des débats, un certain nombre de divergences? Parce que la mouvance irakienne d'Al-Qaïda, c'était des combattants irakiens qui avaient pris les armes après la chute du régime de Saddam Hussein. Alors on avait parmi eux, c'était une nébuleuse d'acteurs, on avait tantôt d'anciens bassistes, des nationalistes plus ou moins islamisés, et cette frange salafiste qui regroupait elle-même des Irakiens qui avaient été radicalisés pendant les années 90, pendant l'embargo. Donc il y avait une présence déjà, entre guillemets, indigène en Irak qui était prête à radicaliser les rangs du soulèvement anti-américain, et qui l'a fait avec l'aide de ces acteurs que je viens de citer, d'anciens bassistes, un certain nombre d'anciens officiers aussi de l'armée qui a été démantelée en 2003 par les Américains et qui se sont eux-mêmes radicalisés et qui se sont progressivement rangés du côté des groupes djihadistes. Et on avait bien sûr une mouvance d'étrangers arabes, les fameux arabes, donc qui venaient un peu de toute la région, avec de gros quand même contingents en provenance des pays du Golfe. Les premiers, le principal contingent des Arabes qui étaient partis faire le djihad en Irak, c'était des Saoudiens, il faut quand même le dire, ça c'est important. D'ailleurs, on a toujours un certain nombre de biographies de martyrs saoudiens qui circulent sur la toile. Et ensuite, on avait un certain nombre d'autres djihadistes, dont des djihadistes déjà à l'époque européens. Et en France, il y a eu toute l'affaire, si vous vous en souvenez, des filières irakiennes. Donc il y avait déjà un processus de recrutement pour le djihad en Irak qui faisait évidemment beaucoup d'émules. Pourquoi ? Parce qu'on allait combattre la première armée et l'adversaire par excellence du monde musulman, à savoir les États-Unis. En plus, sur un terrain aussi particulièrement symbolique, l'Irak, centre historique du califat abbasside, qui est considéré par les djihadistes comme l'âge d'or de l'islam. Alors Zarqawi, oui. D'ailleurs encouragé par Bachar el-Assad. Ouais. Après, alors évidemment aussi pendant la période d'occupation, c'est vrai que le régime d'Assad a joué un rôle finalement très ambigu, a fait preuve d'un grand cynisme en facilitant le passage des djihadistes vers l'Irak, en permettant aussi à un certain nombre d'imams salafistes sur son territoire de radicaliser. On allait apprendre le djihad en Syrie avant de s'exporter concrètement au combat en Irak. Donc c'est vrai que finalement, il y a eu toute cette politique. Et aujourd'hui, instrumentalisation de l'État islamique par Assad en Syrie contre la frange modérée de l'opposition. Ça, on le sait.
Et puis aussi au niveau politique, ça fait bien sûr le jeu du régime, mais c'était le cas aussi avec Maliki, je vais revenir. Alors pourquoi il y a eu des divergences? Parce que finalement, les Arabes étrangers dans les rangs de cette mouvance irakienne étaient pour la continuation du djihad anti-américain, anti-occidental, là où Zarqawi, entouré d'Irakiens. Alors pourquoi entouré d'Irakiens? Parce que quand on demandait aux fidèles, aux gens de Fallujah, mais c'est Zarqawi, parce qu'il y a eu toute un peu cette fantasmagorie autour du personnage. Les gens le disaient, moi en tout cas, les entretiens que j'ai pu faire, on me disait Zarqawi, c'était quelqu'un qui avait pris la tête du djihad, mais c'était un type qui allait à la mosquée comme les autres et qui s'était vraiment entouré d'Irakiens. Donc lui a voulu mettre en avant ce leadership dans le but justement de mettre en place cet État. Alors pourquoi État islamique? Par rejet de la présence américaine et du projet politique américain en Irak, et aussi parce que depuis 2003, les sunnites mis en marge n'avaient finalement pas d'alternative politique. Je ne vais pas refaire une histoire de l'occupation, mais les sunnites d'Irak ont été mis en marge du processus politique et des institutions parce qu'ils constituaient l'infrastructure de l'ancien régime, et puis ils ont été collectivement associés à Saddam Hussein. Donc il y a eu toute une aliénation, en tout cas, de cette mouvance. Et l'idée donc d'Al-Qaïda à l'époque, c'est de dire il faut une alternative politique pour les sunnites qui finalement n'ont plus aujourd'hui d'avenir dans un Irak dominé par les chiites et les Kurdes. Alors cette tendance va prendre le pas et conduire donc à l'établissement par, à l'époque, Abu Omar al-Baghdadi, qui est un Irakien, de l'État islamique, qui se proclame émir et qui appelle déjà à l'époque les Irakiens, les sunnites, enfin les musulmans plus généralement, à lui prêter allégeance. Alors cette déclaration, elle intervient aussi au moment où on a déjà en fait un processus de morcellement du soulèvement armé. Pourquoi? Parce que dès 2004, je vous ai parlé des sièges militaires américains dans la ville de Fallujah, il y en a eu 2. Déjà à l'époque, cette mouvance salafiste djihadiste, elle se rend coupable tout de même d'un certain nombre d'exactions. Il y a déjà cette pratique du takfir. Alors le takfir, ça vient de la racine, ça vient de la notion du mot kufr, qui est l'apostasie. Donc le takfir, c'est le fait de rendre apostat un fidèle. Donc c'est vrai que ça justifie ensuite, ça rend licite l'assassinat parce qu'on n'est plus considéré comme musulman, donc comme membre de la communauté des croyants, et on est donc exposé à cela. Donc il y a toute cette pratique takfiriste qui se développe et qui va entraîner le rejet progressif qui s'impose, à mon avis, vraiment à partir de la fin 2005, début 2006, par ce soulèvement armé nationaliste, islamiste modéré de la frange radicale qui finalement commence à liquider un certain nombre d'insurgés entre guillemets, donc plus modérés, et aussi des tribus. Et pourquoi les tribus, c'est important? Parce que c'est ce qui va pousser certaines d'entre elles à se rapprocher des Américains contre Al-Qaïda. Donc à partir de là, s'enclenche, fin 2006, début 2007, s'enclenche toute une période de confrontation pour justement reprendre en main les territoires conquis par l'État islamique, par la ancienne émanation d'Al-Qaïda, qui va conduire à un certain nombre de progrès, mais lorsque les Américains transfèrent le mouvement, donc la mobilisation des tribus d'un certain nombre d'autres Irakiens contre les djihadistes vers le gouvernement irakien, il y a des réticences à finalement permettre à ces groupes qui sont considérés comme des groupes paramilitaires d'intégrer les institutions, donc l'armée, les forces de sécurité. Et puis par ailleurs, il y a quand même, et ça Pierre-Jean pourra en parler davantage que moi, il y a des réticences au sein de la famille chiite à voir ce nouvel acteur sunnite finalement s'imposer, sans compter que les tribus ont été assez largement déclassées historiquement en Irak. Donc il y a un certain nombre de réticences contre. Alors l'argent, évidemment, joue un grand rôle parce qu'à l'époque, en 2006, ce rapprochement entre tribus et Américains, c'est aussi le résultat du fait que l'État islamique a réussi à mettre la main sur la contrebande pétrolière qui avait été concédée par le régime bassiste dans les années 90 aux tribus. En tout cas, ces tribus avaient le contrôle de la contrebande et effectivement, il y a une forte dimension économique, financière derrière cela. D'ailleurs, on a aussi beaucoup taxé les tribus d'opportunisme à l'époque, de lutter contre Al-Qaïda, plus finalement pour des motifs pécuniaires que vraiment par héroïsme ou patriotisme. Après, on peut en discuter, il y a des débats, mais en tout cas, cela va conduire à des progrès. Et
beaucoup considèrent que le fait que le gouvernement irakien n'ait pas finalement intégré ces tribus, ce réveil tribal qu'on appelait à l'époque la Sarwa, dans l'appareil militaire et sécuritaire, a contribué à la dégradation de la situation. Alors, les Américains se retirent tout d'abord des villes d'Irak en 2009 et achèvent leur retrait en 2011. Et à partir de là, la politique qui est celle de Nouri al-Maliki, qui est Premier ministre depuis 2006, à l'égard des tribus et des populations sunnites plus largement, s'exacerbe, puisqu'il va réprimer dans le sang un certain nombre de manifestations sunnites dans la province d'Al-Anbar et plus au nord, qui demandent des réformes au gouvernement et qui demandent la réintégration au processus politique. Au-delà, il y a la question des détenus sunnites depuis 2003, qu'un certain nombre de sunnites considèrent incarcérés injustement. Et bon, il y a un certain nombre en tout cas de griefs qui sont devenus des griefs structurels et que les sunnites, autour desquels les sunnites donc, manifestent contre Bagdad. Et c'est à cette époque, à partir, on va dire, de la fin 2012, début 2013, que l'État islamique va reprendre la main vraiment sérieusement en infiltrant ces manifestations. Et au fur et à mesure que la répression du régime, donc d'Al-Maliki contre ces manifestants s'aggrave, eh bien, l'État islamique va radicaliser et va reprendre finalement le contrôle de la situation. C'est pour ça que j'insiste bien sur le fait que le moment 2010, Mossoul, c'est pas un point de rupture, c'est un point de rupture et en même temps, c'est le résultat d'un long pourrissement qui remonte à l'occupation et qui remonte donc à la phase 2012, fin 2012, début 2014. Il y a eu un peu plus d'un an de pourrissement vraiment de la situation chez les sunnites du fait de cette répression militaire tous azimuts lancée par Maliki. Et d'ailleurs, je laisserai les autres intervenants en parler, mais il y a eu quand même un certain nombre d'oppositions à cette politique qui a été celle de l'ancien Premier ministre, et pas seulement de la part des sunnites, mais aussi dans sa propre famille chiite, et évidemment de la part des Kurdes qui avaient quasiment rompu leur relation avec Bagdad jusqu'à un certain point. Oui, une question, alors c'est pendant... arrive la rébellion syrienne, et à ce moment-là, on voit un mouvement d'exportation de l'État islamique. L'État islamique s'exporte dans la Syrie voisine, participe donc à la rébellion, ça inscrit son combat dans celle des différents groupes rebelles qui affrontent le régime de Bachar el-Assad. Et puis après, on va avoir, après cette exportation, une réexportation de la Syrie vers l'Irak. C'est bien ça? Oui, alors donc, de manière particulièrement symbolique, alors moi, j'aime pas l'acronyme Daesh parce qu'en plus, ça correspond plus à ce dont on parle aujourd'hui, mais l'État islamique en Irak et au Levant, il est symboliquement proclamé lors des 10 ans qui marquent la guerre et l'effondrement donc, du régime de Saddam Hussein, ce qui est quand même, à mon avis, assez fort. Et justement, effectivement, il y a eu, comme vous le disiez, un élargissement ou une ramification syrienne, mais qui était assez, assez simple, comme je dis, puisque la Syrie avait été quand même le point justement de projection d'un certain nombre de ces djihadistes vers l'Irak. Donc il y a eu un certain nombre de réseaux de liens établis entre les deux pays, entre certains milieux, y compris les milieux bassistes qui se trouvaient en Syrie pendant l'occupation américaine, avec un régime d'Assad qui a joué un rôle très cynique finalement dans tout cela. Et je pense aussi que la tolérance qui a été celle du régime syrien à l'égard de ces djihadistes explique aussi pourquoi on n'a pas de confrontation entre les deux acteurs et pourquoi finalement aussi, au-delà du fait qu'Assad s'accommode très bien de la présence de ces djihadistes pour discréditer l'opposition modérée et la supprimer, il y avait aussi quand même les liens établis de longue date entre cette mouvance djihadiste qu'Assad avait tolérée en Syrie. Pourquoi ? Parce que ça lui permettait d'affaiblir l'Irak, adversaire historique. Je ne voudrais pas revenir sur la rivalité historique entre les deux parties basses, mais l'idée c'était de contribuer de toute façon au chaos irakien en permettant justement à ces djihadistes de trouver une base de propulsion vers l'Irak. Donc, à mon avis, assez naturellement, il y a eu cet élargissement. Et ensuite, effectivement, repli sur la base irakienne avec une nouvelle appellation qui est celle d'État islamique et qui signifie bien l'ambition, cette fois régionale, voire au-delà globale, de ce groupe qui ne se limite pas seulement à la Syrie et à l'Irak, mais en réalité au monde musulman et au-delà au monde tout entier. Alors juste, on va dire un petit peu ce que représente aujourd'hui l'État islamique, c'est-à-dire un territoire qui comprend grosso modo 4 provinces irakiennes,
tout ou partie, une partie du nord syrien, une partie du nord-est syrien, et puis les ressources qui sont considérables, qui sont estimées à 2 millions de dollars par jour de revenus provenant essentiellement du pétrole et de la contrebande. Du trafic d'antiquités aussi. Qui a cours depuis longtemps aussi en Irak. Racket également, sûrement. Alors le racket, oui, des populations. Et donc nous avons à peu près une population estimée à 8 millions. 8 millions pour l'Irak et la Syrie, d'accord. Donc, voilà pour les quelques points. Alors après, j'imagine que dans le débat, on reviendra sur la dimension régionale, mais comme je vous l'ai dit, cette dimension régionale, de toute façon, elle est très claire. Elle était déjà présente en 2006, lorsque l'État islamique d'Irak s'est proclamé, puisque l'idée, de toute façon aussi, c'était de revenir sur le terrain, de recentrer sur le terrain, sur le Moyen-Orient. Et il y a eu évidemment autour du soulèvement, de la guerre d'Irak, du soulèvement et de la transition irakienne, une confessionnalisation plus large des lignes de faille au Moyen-Orient, sur lesquelles on reviendra, avec évidemment, alors il y a la question des soutiens des pays qui entourent l'Irak. J'ai parlé de la Syrie, la Turquie aussi évidemment, et c'est dans le feu de l'actualité, a aussi permis à de nombreux djihadistes de transiter vers l'Irak et la Syrie. Et quand je dis l'Irak, c'était déjà le cas pendant l'occupation. La Turquie avait déjà un rôle assez obscur. Et comme je vous l'ai dit, alors les pays du Golfe, oui, des soutiens, il y en a eu, ne serait-ce que sur le plan idéologique, puisqu'un certain nombre d'imams, de cheikhs, de représentants, en tout cas de sympathisants du soulèvement armé sunnite, faisaient régulièrement la tournée des chaînes satellitaires du Golfe pour défendre justement cette cause sunnite. On sait qu'il y avait des sympathies et des liens très forts entre certains milieux salafistes en Irak et dans le Golfe. Donc tout cela, de toute façon, est très clair. Maintenant, je pense effectivement que peu avaient prédit, vous parliez des ressources de l'État islamique, du fait que ce groupe est devenu autosuffisant et si puissant, peu l'avaient escompté, d'où la réaction tardive d'États comme l'Arabie saoudite et d'autres qui finalement aujourd'hui se sentent que la contagion les guette. Mais encore une fois, alors au niveau de l'Arabie saoudite, c'était aussi une manière, ce djihad irakien et puis ensuite qui est devenu un djihad syrien, d'exporter leur propre dissidence vers l'extérieur. Puisque comme j'ai dit, le plus gros des contingents, c'était des Saoudiens. Donc c'est aussi une manière de tenir en dehors du royaume des éléments dont on savait qu'ils pourraient à terme représenter un danger sécuritaire conséquent. Donc il y a eu toute cette... Je parle de cynisme parce que... il y a confessionnalisation, mais il y a aussi une politique très cynique et dans l'absolu qui vise encore une fois à maintenir aussi ces deux pays dans un relatif état de faiblesse avec toutes les guerres par procuration qui depuis 2003 ont été livrées sur le terrain irakien et ensuite en Syrie. Mais bon, ça on pourra en discuter, je ne veux pas non plus tout aborder. Voilà, merci. Merci Myriam. Avant de passer juste aux bouleversements régionaux impliqués par la création de l'État islamique, juste une question qui nous interroge tous. Nous avons vu dans l'entourage des dirigeants de l'État islamique, d'Abou Bakr al-Baghdadi, aujourd'hui autoproclamé calife Ibrahim, un certain nombre d'officiers de l'ancien régime, d'officiers des services de renseignement de Saddam Hussein ou d'officiers supérieurs, colonels, généraux de son armée. À Bagdad, on m'a dit que ce n'était pas de l'opportunisme, qu'ils avaient franchement adhéré sincèrement à la nouvelle idéologie. Alors pour des esprits rationnels que nous essayons d'être, comment peut-on l'expliquer? Est-ce que la seule haine des chiites suffit à rendre des combattants, enfin des officiers d'un régime qui se proclamait non pas laïque, mais ultranationaliste, compatible avec l'État islamique? La suppression du schisme des chiites? Non, je veux dire, on trouve autour, dans l'entourage d'al-Baghdadi, un certain nombre d'officiers,
je n'ai plus les noms en tête. Mais... Il n'y a pas de chiites. Hein. Ah non, d'officiers de Saddam Hussein, hein, qui ont rejoint. Alors, on dit qu'ils n'ont pas fait par opportunisme, mais simplement qu'ils étaient profondément convaincus maintenant de la justesse d'al-Baghdadi et qui sont passés quand même d'une idéologie, le baasisme ultranationaliste, qui proclame le socialisme également, à une idéologie totalement religieuse. Comment peut-on l'expliquer? Oui, et ça, en fait, ça date pas de 2003, ni de la question des prisons, parce qu'il y a toute la question de la radicalisation dans les centres de détention, d'abord américains et ensuite les prisons irakiennes. Mais en réalité, on a une salafisation de certains milieux, y compris bassistes, dans les années 90. Hein. On a déjà des milieux conservateurs, parce que qu'est-ce qu'on range derrière le bassisme, hein, finalement, c'est aussi la question. Mais il y a eu en tout cas une progression de ces idées islamistes au sein même de l'armée irakienne, bien avant la chute du régime. Donc ça, c'est important. Donc il y avait des prédispositions de toute façon. Et après, on sait, je parle des prisons, parce que les prisons aussi ont joué un rôle important dans la radicalisation et l'adhésion à l'idéologie et à la personne de Bardadi ou d'autres. Bien, passons aux bouleversements régionaux. Alors, nous avons vu lors de la visite de François Hollande qu'il est allé à Bagdad et qu'il est allé ensuite à Erbil. Une sorte de manière de concrétiser une partition de facto du pays, avec maintenant 3 régions bien distinctes. La région chiite au sud avec Bagdad, qui est devenue une ville majoritairement chiite, largement même. Nous avons maintenant les provinces sunnites au centre. Et puis nous avons la région kurde au nord. Chacun... Non, mais... Chacun donc préfigurant en quelque sorte la création de 3 États. Est-ce que c'est un fait irrémédiable? Est-ce que c'est simplement une parenthèse historique? Est-ce que c'est à la fois une parenthèse historique qui peut se dégrader en fonction de l'aggravation de la situation et de la perpétuation de l'État islamique? Alors, tout d'abord, je voudrais remercier Myriam d'avoir fait l'histoire d'un mouvement récent, jeune, hein, qui pose énormément de questions, puisque voilà, nous ne savons pas exactement qui il est et ce qu'il préconise. Beaucoup de questions se posent, hein, du fait de sa jeunesse et du côté fulgurant de son ascension vers des territoires de plus en plus larges. Et ça va me permettre peut-être d'intégrer le destin paradoxal de ce groupe dans son contexte politique et au-delà historique, c'est-à-dire d'essayer d'éclairer, notamment à travers ce que j'appelle la question irakienne, ce qui explique qu'un groupuscule voilà, d'obédience salafiste, djihadiste, soit arrivé là où il en est, c'est-à-dire à dominer militairement un tiers du territoire irakien et de l'autre côté de la frontière avec la Syrie, de larges portions du territoire syrien. Je crois que c'est d'autant plus utile que, comme vous le savez, depuis hier, nous sommes en guerre officiellement. Et quand on est en guerre, on diabolise l'ennemi. Diaboliser l'ennemi, c'est, je dirais, voilà, de bonne guerre, mais ça prive aussi de beaucoup d'éléments parce que on s'interdit de trouver les mauvaises raisons, les vraies mauvaises raisons, mais aussi certaines bonnes raisons qui expliquent qu'un mouvement aussi groupusculaire ait réussi ce qu'il a réussi. Et on ne peut pas trouver de réponse sinon dans un contexte politique particulier que Myriam a évoqué et au-delà dans un contexte politique donc à plus long terme que je me propose très rapidement d'exposer. Je pense que nous sommes rentrés depuis le début des printemps arabes dans une phase historique de remise en cause de la légitimité des États arabes qui ont été imposés au lendemain de la Première Guerre mondiale, pour la plupart par des puissances européennes, donc françaises, britanniques et italiennes en ce qui concerne la Libye. Voilà, on voit un certain nombre d'États en train de s'effondrer. Bon, l'État irakien
à mon avis, est mort. Et voilà, c'est un désaccord que j'ai avec la politique française de soutien à un gouvernement irakien qui ne représente plus l'ensemble de la population irakienne et qui ne peut plus être inclusif à l'heure actuelle. Il ne représente ni les Arabes sunnites, ni les Kurdes qui jouent un double jeu puisqu'ils sont à la fois à Bagdad, mais on sait très bien qu'en fait, ils voguent vers une indépendance inavouée. Donc, un État qui est mort et qui, s'il s'effondre, risque d'entraîner, comme un jeu de domino, d'autres États qui ont une genèse identique, l'État syrien, l'État libanais. Et dans le monde arabe, comme vous le savez, aujourd'hui, des États sont en pleine phase d'effondrement. L'État libyen, qui a aujourd'hui 2 capitales, 2 gouvernements, 2 parlements, et voilà, des divisions à l'infini, mais également le Yémen, divisé entre une rébellion zaïdite, donc chiite, au nord, des régions d'obédience djihadiste et un irrédentisme séparatiste au sud, dans la région d'Aden. Voilà, donc on est face à des remises en cause de frontières et d'institutions étatiques. Et on ne comprend pas le succès de l'État islamique si on ne se remémore pas un certain nombre de faits historiques, à mon avis, très importants. Toutes ces régions, pratiquement, étaient des provinces de l'Empire ottoman, comme vous le savez, jusqu'au premier conflit mondial. Donc l'Empire ottoman était un empire transnational qui unissait des Turcs, des Arabes, des Kurdes essentiellement, et où les identités étaient d'abord religieuses, avec le système des millettes qui organisait pour un certain nombre de minorités religieuses reconnues leurs droits et leurs devoirs. Je rappelle que les chiites duodécimains ne faisaient pas partie de ces millettes. Il n'y avait pas de millettes chiites, et les chiites, aussi bien au Liban qu'en Irak, ont dû lutter contre un pouvoir qu'ils ne reconnaissaient pas comme légitime, mais qu'eux-mêmes qui n'étaient pas reconnus. Le chiisme, à l'époque ottomane, n'était pas excommunié, mais les autorités religieuses chiites étaient considérées comme n'ayant pas la légitimité que les grands ayatollahs de Najaf et de Kerbela voulaient assumer à l'époque, c'est-à-dire avec un pouvoir politique croissant. Donc on a eu ce contexte où l'Empire ottoman était en guerre donc contre les Alliés, et les Alliés ont voulu miner de l'intérieur ce qui faisait la légitimité, le lien essentiel entre les différentes provinces de l'Empire ottoman, c'est-à-dire le lien religieux, en suscitant et en favorisant des nationalismes les plus contradictoires et en faisant des promesses contradictoires alors aux Arabes, aux Kurdes, aux Arméniens, aux Assyriens également, qui se sont vus promettre l'indépendance ou des foyers nationaux, souvent sur les mêmes territoires. Bon, comme vous le savez, aucune de ces promesses n'a été tenue, et en particulier aucune de ces promesses vis-à-vis des Arabes. À quelques années de distance, on a eu Sir Henry McMahon, qui était le représentant du Bureau arabe du Caire, donc le représentant britannique au Caire, faire la promesse au shérif Hussein de la Mecque qu'il lui réservait donc le titre de calife de tous les Arabes sur un royaume unifié réunissant toutes les provinces arabe de l'Empire ottoman, s'il acceptait de prendre la tête donc d'une armée arabe contre l'Empire ottoman, donc ce qu'il fera. Mais ce que ce même shérif Hussein de la Mecque ne savait pas, c'est que auparavant, 2 négociateurs anglais et britanniques, anglais et français, donc Sykes et Picot, s'étaient partagés secrètement le Moyen-Orient en zone d'influence française et britannique. Et d'ailleurs, vous avez dû voir qu'un des actes symboliques de l'État islamique, l'un des premiers actes, ça a été d'effacer
ce qui était faussement attribué à Sykes et Picot, puisque Sykes et Picot rassemblaient Mossoul et Alep dans une même province d'influence française. Donc, ça n'était pas véritablement la frontière Sykes-Picot, mais en abolissant la frontière entre la Syrie et l'Irak, c'était une façon de dire nous abolissons des frontières coloniales qui ont divisé les Arabes et les musulmans, et nous proclamons la mort de ces États qui ont été des États sans légitimité, et il faut le dire aussi, qui ont été parce qu'ils n'avaient pas cette légitimité. C'est notamment le cas de l'État irakien qui s'est fondé en 1920 contre la société irakienne qu'il était censé représenter, avec une guerre pratiquement incessante contre les Kurdes et contre les chiites. Les Kurdes en particulier ne vivront que quelques années de paix relative sous le premier régime républicain entre 1958 et 1963. Et bon, à la fin, la guerre avait déjà recommencé. Et donc, l'une des conséquences des printemps arabes a été l'affaiblissement de la légitimité de nombreux États, et en particulier de ces États. Et d'une certaine façon, paradoxale et qui peut choquer, on peut dire que l'émergence des sociétés civiles, avec tout ce qu'il y avait de remise en cause donc du contrôle de l'État et aussi d'accusations de régimes autoritaires qui ont trouvé dans ces institutions étatiques d'autant plus de base que justement ces États favorisaient les régimes autoritaires. Ça a été le cas donc en Irak pendant 80 ans. Puisque, comme vous le savez, le régime, le système politique fondé par les Britanniques en 1920 était un régime en fait à la libanaise, mais qui n'avouait pas son nom, où les Britanniques avaient donné le monopole du pouvoir au sein de l'État irakien à des élites issues de la minorité arabe sunnite. Ça sera le cas pendant la monarchie hachémite jusqu'en 1958, où on va voir voilà, une alliance entre militaires, surtout l'armée irakienne, qui était considérée par le roi Faisal comme la colonne vertébrale de la nation, était une armée confessionnelle sunnite qui a sévi de façon très sévère contre les Kurdes et aussi contre les tribus au nom d'une politique antitribale qui était très majoritairement chiite. Pour les Assyriens aussi. Et alors, les Assyriens se sont vus, dans le cadre de cette politique confessionnelle, organisés au sein de milices qu'on appelait les Lévis, donc à partir de 1920. Et les Lévis ont été utilisés par les Britanniques pour réprimer notamment les insurrections chiites, la plus importante étant la révolution de 1920 contre l'attribution du mandat britannique sur l'Irak par la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU. Et on a vu les Lévis assyro-chaldéennes donc sévir contre les tribus chiites et être envoyés très loin dans le pays chiite par les Britanniques. Voilà ce qui explique un certain nombre d'antagonismes qui ont perduré. À partir de 1958, la révolution antimonarchique n'a pas pour autant libéré le système politique de ce caractère confessionnel, puisqu'on a vu de nouvelles élites issues des classes moyennes de province, au début originaires de Mossoul et de Hana, Ramadi, Fallujah, donc la vallée de l'Euphrate, et ensuite originaires de Tikrit, prendre le pouvoir grâce à l'armée irakienne et se minoriser au point, dans les années 1970, de ne plus représenter qu'une infime minorité, de même se retourner contre la communauté arabe sunnite qui les avait soutenus jusque-là. Bon, je ne fais pas l'historique de la fin de ce système avec la succession de tragédies, de catastrophes, de guerres contre l'Iran, avec voilà, des centaines de milliers de morts, d'occupation du Koweït, d'insurrection généralisée en 1991, de mise sous tutelle de l'Irak durant la décennie 90, pour arriver finalement à 2003,
avec l'occupation américaine qui a signé donc l'effondrement enfin donc d'un État que personne ne regrettait, pas même donc les Arabes sunnites qui encore une fois avaient été à la fin du régime de Saddam Hussein à leur tour victimes d'un régime de plus en plus minoritaire et assassin. En 2003, les Américains se sont adressés aux exclus de l'ancien système, donc qui représentaient les 3/4 de la population irakienne, chiites et kurdes. Et ils ne l'ont pas fait par un tropisme particulier envers les Kurdes. Envers les Kurdes, si, peut-être, mais en tout cas pas envers les chiites, d'autant plus qu'un certain nombre de leaders chiites étaient fraîchement rentrés de la République islamique d'Iran, donc le grand adversaire des États-Unis dans la région. Ils l'ont fait parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Le leadership sunnite s'était totalement effondré, évanoui dans la nature. L'armée irakienne a été dissoute et les chefs de cette armée sont retournés dans leur province d'origine avec leurs armes. Et c'est donc finalement, entre guillemets, naturellement, que les Américains ont tenté de refonder un second État irakien sur des bases toujours confessionnelles. Mais cette fois-ci à front renversé par rapport à l'État irakien fondé par les Britanniques en 1920, c'est-à-dire en se basant sur un tandem chiito-kurde. Donc ce qu'on a vu, c'est que de façon peut-être paradoxale aussi, il est beaucoup plus facile pour une puissance étrangère de se reposer sur une minorité que sur des majorités, parce que les minorités sont plus malléables et qu'il leur est finalement paradoxalement plus facile de contrôler un pays. Voilà, le système politique fondé par les Britanniques a mis 80 ans pour s'effondrer. Le système politique fondé par les Américains en 2003 s'est effondré avant même que les 10 ans d'anniversaire de ce triste anniversaire ne soient annoncés. Et l'irruption massive de l'État islamique dans les provinces à majorité arabe sunnite ne peut pas se comprendre si l'on ne fait pas référence au fait qu'il y a une perversité dans ce système politique que les Américains ont légué aux Irakiens, c'est le fait qu'il y a forcément des exclus. Il y a forcément des exclus puisqu'on a essayé de faire passer pour démocratique et pour des majorités démocratiques, ce qui n'était en fait que des majorités démographiques qui, elles, assignent chaque électeur à son identité ethnique ou confessionnelle, qui n'est pas susceptible de bouger. Les Kurdes ont voté pour des partis kurdes, les chiites pour des partis chiites, et les sunnites, au début, ont boycotté les élections. Et ils ont quand même tenté de jouer le jeu en pensant qu'ils pouvaient malgré tout avoir leur place dans ce système politique avant de réaliser que leur place était celle d'une minorité marginalisée, sans ressources et soumise à une répression grandissante avec les exactions d'une armée irakienne qui se comportait dans les régions sunnites, notamment à Mossoul et à Falloujah, comme une armée d'occupation. C'est peut-être triste à dire, mais l'État islamique aujourd'hui n'est pas considéré comme une organisation terroriste par une majorité d'Arabes sunnites d'Irak qui ont accueilli pour une majorité d'entre eux à Mossoul les djihadistes comme des libérateurs. L'armée irakienne s'est rendue coupable, un peu à l'image de l'armée syrienne contre la rébellion contre Bachar el-Assad, d'exactions avec l'utilisation de gaz toxiques, le largage de barils bourrés d'explosifs sur des quartiers d'habitation à Falloujah et à Mossoul notamment. Et les djihadistes ont été d'autant mieux acceptés qu'ils se sont très vite retirés des villes qu'ils ont occupées. Mossoul et Falloujah d'abord et Mossoul ensuite ont été remis à des acteurs locaux, moyennant un certain nombre d'ordres très généraux, voilà, et aussi l'usage d'une propagande basée sur la terreur. Hein, mais on ne tient pas un pays entier uniquement du fait de la terreur. Il y a aussi évidemment un soutien politique, et ce soutien politique, on l'a vu lorsque, à la fin du mois de juillet, il y a eu une réunion à Mossoul des différents quartiers qui unissaient les tribus, les clans et les différents chefs de quartier
donc qui se sont réunis et qui ont passé un pacte entre eux, jurant de ne jamais plus permettre le retour à Mossoul de l'armée irakienne ni de la police irakienne. Donc voilà, ce qui manifeste bien le fait qu'il y a une base politique réelle qui explique cette avancée fulgurante et qui est basée sur un simple constat, c'est que les Arabes sunnites d'Irak n'accepteront jamais le statut de minorité sans pouvoir et sans ressources, qui est le sort que leur réserve le système politique actuel, ce qui explique aussi que la propagande transnationale est hostile aux États en place de l'État islamique, même si elle était au début considérée par des gens qui avaient monopolisé l'État irakien comme quelque chose d'un peu folklorique, mais a pris très vite son sens, puisque n'ayant pas d'avenir au sein de l'État irakien tel qu'il existe aujourd'hui, les Arabes sunnites regardent naturellement au-delà des frontières vers leurs frères en arabité et en islam dans la vallée de l'Euphrate, avec lesquels d'ailleurs ils ont des liens tribaux très importants. Et je rappelle que la frontière qui divise la vallée de l'Euphrate en deux est évidemment tout à fait artificielle. Voilà. Juste une toute petite question. Il y a en Irak un certain nombre de partis qui sont transethniques, enfin qui regroupent à la fois des chiites et des sunnites, voire des kurdes, et qui n'ont que très peu de succès aux élections. Comment le parti d'Iyad Allawi, par exemple? Alors, il y a deux choses. Hein. Il y a eu en Irak des partis politiques laïques qui ont manifesté surtout l'alliance entre les chiites et les sunnites. Bon, le plus important d'entre eux et le plus célèbre, c'est le Parti communiste irakien, où on a retrouvé des Kurdes, des chiites, des sunnites, des chrétiens, des sabéens, et voilà, beaucoup de gens appartenant à des minorités religieuses également. Il y a eu également au sein du Parti Baas, avant 1963, avant que le Parti Baas ne soit phagocyté par des élites militaires sunnites, une véritable représentation transconfessionnelle. Mais tout ça, c'était un moment où il y avait, je dirais, des illusions nationales irakiennes qui ont disparu. Parce que le système, malgré tout, a imposé à ces partis transconfessionnels une réalité qui, elle, était confessionnelle. Le Parti communiste irakien, finalement, a été, au fil du temps, considéré comme un parti chiite. D'ailleurs, quand les milices bassistes, en 1963, ont été à l'assaut des quartiers communistes, ils ont été à l'assaut de ces quartiers communistes avec des mots d'ordre qui étaient très clairement confessionnels. Hein, la chi'i, la shuyu'i ou la charagua. À partir de maintenant, plus de chiites, plus de communistes et plus de charagua, qui étaient donc les gens originaires, les orientaux originaires en dialecte irakien des provinces orientales du Tigre. Même chose au sein du Parti Baas. Quand les chiites au sein du Parti Baas ont vu que la dynamique confessionnelle prenait le dessus, en l'espace de 2 mois, la représentation chiite s'est effondrée. Ils étaient près de 60% à près de 8 ou 9%. Donc il y a eu un divorce dans ces partis entre les différentes confessions. Et c'est vrai que les Américains ont sollicité pour assumer le pouvoir et les avantages du pouvoir les gens sur des bases confessionnelles. Donc ce n'est pas étonnant que ce soit des partis kurdes, chiites et ensuite sunnites qui aient eu les avantages du scrutin. Mais je rappelle quand même que lors des dernières élections, les deux alliances électorales qui sont arrivées en tête, ce sont des alliances qui promettaient la sortie du confessionnalisme. L'État de droit de Nourin Maliki et Al-Iraqiyya de Iyad Allawi, qui lui aussi avait dit nous mourrons de ce système confessionnaliste et je vous fais la promesse que nous en sortirons. Le problème, c'est qu'il a été lui aussi rattrapé par le confessionnalisme. La majorité des électeurs sunnites ayant voté pour Al-Iraqiyya est devenue une liste sunnite. Voilà. Merci beaucoup, Pierre-Jean. Peut-être que le moment est venu de passer aux questions, ou est-ce que... Non ? On peut peut-être grouper un petit peu les questions. Hein ?
Non, de préférence, on va prendre uniquement les questions, sinon je pense qu'il y en a beaucoup. Donc, donc d'abord, merci pour vos interventions. Alors d'après vous, dans ce cas, qu'est-ce qui peut remplacer l'État en Irak, vu tout ce que vous venez de décrire? Parce que le drame aujourd'hui, c'est qu'on n'a finalement pas vraiment d'autres alternatives à part le modèle de l'État tel qu'il existe. Donc, à part peut-être un morcellement en plusieurs États, ou qu'est-ce que ça peut devenir, notamment après tout ce qui est à l'ONU, etc. Je vais rajouter une question à celle-ci, c'est comment vaincre aussi l'État islamique? Alors, vous avez tout à fait raison, et c'est le dilemme, c'est le dilemme justement de l'intervention de François Hollande hier, c'est que il y a une urgence. Nous sommes effectivement face à une menace mortelle en tant que démocratie occidentale, face à une organisation qui nous a déclaré la guerre et qui a des ramifications en Europe et dans les pays occidentaux. Donc nous sommes contraints de réagir, mais nous n'avons sur place le choix qu'entre l'armée kurde, comme dit notre ministre des Affaires étrangères, et l'armée irakienne. Voilà, comme s'il avait déjà pris acte de la séparation du Kurdistan d'avec l'Irak. Voilà, le problème est là, c'est que nous ne pouvons aujourd'hui nous reposer que sur des forces qui ont été les premières, les fossoyeurs de l'unité irakienne, avant même les Arabes sunnites. Et que, d'une certaine façon, voilà, il y aurait eu la solution d'une remise à plat des institutions avec l'organisation de nouvelles élections, cette fois-ci sur des bases citoyennes. Mais aujourd'hui, on voit bien que c'est trop tard, puisque chacun joue sa partition sur une base communautaire. Donc, à mon avis, ce qu'il aurait fallu dire de façon impérative hier pour ne pas tomber dans le piège qui nous est tombé par l'État islamique, c'est accompagner la campagne militaire dans laquelle nous nous sommes engagés par un volet politique qui aurait pu être l'organisation rapide d'une conférence internationale sous l'égide de l'ONU, avec engagement de troupes au sol, puisqu'on ne vaincra pas l'État islamique uniquement par des frappes aériennes, de telle façon qu'on puisse organiser un référendum à l'image de celui qui avait été organisé en 1918-1919 pour demander aux Irakiens bon, l'État irakien est mort, on ne le ressuscitera pas. Hein, on ne ressuscite pas une institution qui est morte. Et voilà, dire aux Kurdes, vous voulez l'indépendance, très bien, la communauté internationale vous la reconnaît à certaines conditions. Et aux Arabes sunnites, est-ce que vous voulez continuer à être dans l'État irakien? Oui. Ou sinon, est-ce que vous voulez rejoindre les provinces syriennes? Mais de toute façon, je crois qu'il y a une assurance, c'est que les États et les frontières vont bouger. Et c'est une chose à laquelle nous devons nous préparer. Et ça ne sert à rien de dire que nous menons une guerre pour soutenir le gouvernement de l'Irak. Et l'Irak, puisque ce pays aujourd'hui n'est plus représenté par aucune institution. Mais peut-être Myriam. Tu veux rajouter quelque chose? Oui. Ça marche là? On n'entend pas. Enfin, moi, ce que je voudrais, pour compléter l'excellent propos de Pierre-Jean, dire que ce processus de morcellement, il a commencé. Alors, il y a toute la question évidemment de l'État irakien tel qu'il a été constitué après le démembrement de l'Empire ottoman. Mais pour revenir sur cette période de l'embargo, qui à mon avis est très importante pour expliquer un certain nombre de phénomènes sociopolitiques qu'on a observés après la chute du régime et qu'on continue de voir se déployer aujourd'hui, y compris ce jaillissement, encore une fois, supposé de l'État islamique, qui n'est en réalité que le pourrissement d'une longue situation.
cette idée de morcellement, de sanctuarisation de Bagdad, elle est déjà présente en réalité dans les années 90, puisque même à l'époque, on parle de république de Bagdad, en référence à la déperdition de l'autorité étatique, à la perte de contrôle sur le territoire de Saddam Hussein. Et c'est d'ailleurs, pour revenir à la question des tribus, à l'époque qu'il va instrumentaliser les tribus, retribaliser la société irakienne, enfin jouer beaucoup sur le référent tribal, réislamiser, lancer sa fameuse campagne de la foi qui consiste à jouer donc aussi sur le répertoire islamique pour se relégitimer en interne et aussi activer un certain nombre de ces mosquées, y compris des mosquées salafistes, pour un peu servir de relais sur le terrain, puisqu'il a de fait perdu le contrôle. Et puis surtout, il y a un retrait de l'État et un retrait de ses fonctions régaliennes. Donc cette déperdition, elle est en réalité, je pense, là présente depuis un long moment. Au-delà du débat sur la pertinence de l'État irakien tel qu'il a été établi historiquement. Alors, l'une des exigences de l'ancienne opposition, et notamment des Kurdes, les chiites s'y sont ralliés après, c'était le fédéralisme. C'était l'idée d'en finir avec l'État autoritaire centralisé pour essayer justement de décentraliser la décision et de permettre l'émergence de pouvoirs locaux, enfin d'avoir une organisation administrative, politique qui empêche le retour à un régime autoritaire. Donc ça, c'était une exigence absolue des Kurdes, qui ont d'ailleurs eu le statut de région fédérée dès 2005. Ensuite, il y a eu une loi adoptée par le Parlement en 2006 qui permet aux provinces d'Irak, au gouvernorat, de se constituer en région. D'ailleurs, évolution significative à partir de 2011, c'est sunnites qui se projetaient dans le nationalisme irakien parce que c'était une façon pour eux d'échapper au statut de minorité qui était le leur sur le plan numérique, ont opéré un revirement important finalement en voulant se constituer en région fédérée. La tenue d'un référendum a été refusée par Maliki, mais enfin, il y a eu ce processus de dissociation qui ensuite effectivement va trouver son pendant naturel avec la crise syrienne et ses solidarités, qu'elles soient tribales ou recréées au gré des circonstances qui vont s'établir. Alors maintenant, concernant la question, donc, il y a eu quand même tout un processus à l'œuvre, sans compter la stratégie, je vais finir quand même là-dessus, qui a été aussi celle des Américains, qui ont beaucoup joué sur cette idée de tripartition confessionnelle, sur la balkanisation de l'Irak. Enfin, on a eu un certain nombre de plans qui ont été posés sur la table, qui en réalité soit ne correspondaient pas aux réalités de l'Irak, qui étaient rejetés par la classe politique irakienne tout de même, il faut le dire. Il y a eu un certain nombre de réactions très vives au plan qui était proposé notamment par Biden à l'époque. La solution des 3 États, elle avait été proposée en réalité dès 2003. Bon. Mais enfin, tout cela quand même, il faut le dire, sans franchement consulter les Irakiens. Donc l'occupation américaine a eu tout de même un rôle assez lourd. Maintenant, sur les solutions... moi, j'aurais tendance à croire qu'il faut justement essayer de tout faire actuellement pour rétablir la frontière entre l'Irak et la Syrie, parce que, de fait, ça mettra un terme à cette continuité territoriale qui a été établie par cette organisation. Ça permettra, parce que pour le moment, c'est vrai qu'il y a l'éventualité de frappe sur la Syrie, mais pour le moment, le gros des opérations va avoir lieu sur l'Irak, et ça permettrait de priver l'organisation de sa base irakienne, qui est tout de même une base fondamentale. Par ailleurs, alors sur les opérations elles-mêmes, je ne pense pas que les frappes aériennes suffisent. Je ne pense pas qu'il y ait d'engagement sur le terrain de troupes occidentales. Obama l'a dit clairement, les Français n'ont pas les moyens de toute façon d'un engagement sur le terrain. Et puis par ailleurs, ce ne serait pas forcément la solution. La solution, elle est en réalité, ce sera une bataille menée par les Irakiens et aussi par les Syriens. Donc, quel levier est l'armée ? Évidemment, c'est tout le sens des centaines de conseillers militaires sous couvert de forces spéciales qui ont été envoyés par Obama sur le terrain pour essayer justement à cette armée qui était en perte de vitesse, voire qui, on l'a vu, a déserté massivement devant les djihadistes, de reprendre la main. C'est déjà le cas. Et les leviers, c'est tous ces groupes qui se sont créés à la faveur du vide sécuritaire et du démantèlement de l'armée, dont un certain nombre, ces groupes donc informels, armés, dont certains aujourd'hui prêts à lutter contre les djihadistes. J'ai mentionné les tribus, c'est déjà le cas, mais il y a aussi un certain nombre de groupes d'autodéfense qui se sont mis en place. Alors pourquoi je suis revenue sur l'histoire de l'État islamique. On parle de l'opposition modérée en Syrie. Cette opposition modérée, elle a aussi disparu en Irak. Elle était présente en réalité en 2006-2007 parce que
à l'époque de la proclamation de l'État islamique, il y a eu un certain nombre d'insurgés que je qualifie de manière schématique d'islamo-nationalistes qui se sont opposés à l'entreprise des djihadistes qui étaient eux-mêmes en lutte contre la présence américaine, mais qui ont dénoncé les exactions à l'époque de cet État islamique. Alors, le problème en Irak, c'est que la fin de l'occupation, elle a quelque part délégitimé ces groupes qui, justement, dont l'objectif, c'était la fin de l'occupation militaire. Donc, on a eu, il y a pas mal de figures quand même importantes du côté, justement, de cette opposition, entre guillemets, modérée, enfin, plus ou moins modérée, qui ont disparu du fait de la fin de l'occupation américaine, puisque leur perspective n'était pas une lutte confessionnelle contre l'Iran. Donc, il restait qui sur le terrain? L'État islamique, qui a une perspective donc confessionnelle et au-delà de mise à bas de l'État irakien, du legs américain. Donc cette idée de suppression de l'opposition armée, de toute façon, c'est aussi une donnée objective en Irak qui a été favorisée par, comme je dis, la répression du régime d'Al-Maliki, qui a aussi profité de cela pour se relégitimer et pour garder le pouvoir. Il faut le dire, c'est la même logique finalement que celle d'Assad en Syrie. Voilà. Alors, donc pour finir, moi je pense que c'est un engagement sur le terrain et je crois qu'au contraire, il faut faire tout ce qui est en notre possible pour essayer de rétablir, mais encore une fois, on ne va pas le faire nous sur le terrain, ce sera les acteurs qui s'y trouvent, rétablir la frontière justement pour infliger des revers importants autant qu'on le peut en Irak. Ça privera tout de même l'organisation en Syrie de ressources fondamentales, parce que la base, elle est irakienne. Moi, je suis en désaccord avec l'idée de dire l'Irak est la conséquence de la Syrie. Non, non. La base, elle est irakienne. Le plus gros des ressources, il est en Irak. Donc, c'est vraiment sur le terrain irakien qu'il faut agir, à mon avis, pour le moment. Et de fait, on aura affaibli déjà, en tout cas, cette organisation, ce qui permettra, dans un second temps, à mon avis, si cette action doit avoir lieu, voilà, d'entamer des opérations, avec évidemment la question de la reconstitution d'une opposition aussi en Syrie. Parce qu'aujourd'hui, il y a Assad qui côtoie l'État islamique. Et une opposition qu'on a échoué à soutenir au bon moment. Il faut quand même le reconnaître quand il était question de s'investir. Oui, c'est le... Iranien au niveau militaire et comment vous voyez cet engagement évoluer dans les prochaines semaines, les prochains mois? Ils étaient invités à Paris, enfin ils n'étaient pas, on avait parlé de leur invitation à Paris, ils n'étaient finalement pas là avec les frappes aériennes. Oui, il semble qu'ils aient voulu venir, mais qu'après, comme ils n'ont pas été invités, le guide a sauvé la face en faisant une déclaration extrêmement assez violente en disant non, ils nous ont invités, mais nous, on n'a pas voulu venir. Mais je crois que c'est simplement un moyen de sauver la face. En fait, les pays arabes, globalement, ne voulaient pas qu'ils viennent. Le grand gagnant de la guerre d'Irak, c'est l'Iran. À tout point de vue, je pense que ça, c'est aussi une donnée quasi objective. La réalité de l'engagement militaire, les Iraniens soutiennent le gouvernement de Bagdad pour un certain nombre de raisons. Il y a un certain nombre de milices chiites en Irak qui sont entraînées, financées, formées par l'Iran, dont certaines revenues du front syrien vers l'Irak récemment du fait de cette offensive djihadiste d'ampleur. Mon interprétation de l'absence de l'Iran à la conférence de Paris, c'est qu'effectivement, les régimes sunnites présents le voyaient d'un mauvais œil, et donc je pense qu'il y avait des craintes justement par rapport à cela. Et puis aussi, tout de même, l'optique que l'Iran, finalement, encore une fois, en favorisant, en soutenant un régime, en tout cas perçu par les sunnites comme sectaire et qui les a maintenus dans la marginalité pendant plus de 10 ans, n'est pas la solution au problème. Donc je crois qu'il y a ces deux dimensions qui sont intervenues avec des désaccords évidemment. Dire qu'on peut faire sans l'Iran, c'est illusoire. Dans le même temps, je crois que ça obéissait en tout cas de la volonté de ne pas créer de tension au moment où on essaie de trouver des solutions. Et ces solutions venant aussi évidemment de la mobilisation de ces États sunnites, enfin du camp sunnite lui-même qui est traversé de nombreuses divisions.
Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait qu'un certain nombre de ces pays ont aussi favorisé indirectement ou plus directement l'émergence de ce groupe par un certain nombre de soutiens de diverses sortes. Oui. Alors, si je perds le micro. Attendez, on a un micro ici. Donc on l'a ici. Donc j'y vais. Oui, on a évoqué tout au début de cette réunion la question de l'idéologie. J'avais une question. Au fond, qu'est-ce qui distingue sur le plan idéologique EIL d'autres formations salafistes djihadistes? Alors je pense aux différentes branches d'Al-Qaïda. Est-ce que c'est par rapport à des référents théologiques? D'abord, est-ce qu'il y a des écrits? Est-ce qu'ils ont des théologiens, des gens qui produisent au fond un peu de l'idéologie? Et puis, est-ce que le fait que justement ils aient comme projet la création d'un État, est-ce que c'est aussi un des points qui les distingue des autres mouvements salafistes djihadistes, qui paraissent davantage plus inscrits dans l'utopie, le millénarisme? Merci. Oui. Merci, bonsoir. J'avais une question par rapport du coup à l'avenir de l'État irakien. Donc, on est tous face au même constat qu'il n'y a plus d'État, l'identité irakienne n'existe plus. Mais malgré cela, n'est-il pas un peu trop idéal de dire que c'est les Irakiens qui arriveront à faire le changement et à définir leur prochain État ou leur prochain modèle politique, sachant qu'ils sont quand même, l'Irak se retrouve dans un carcan régional où à la fois l'Iran a son mot à dire, la Turquie, les Saoudiens, sans compter sur le plan international des Américains qui forcément auront des plans aussi pour cette région. Et donc, même si finalement ces trois régions seront amenées à se séparer ou à rester ensemble, n'y a-t-il pas quand même une sorte de dynamique régionale supérieure qui fera que finalement l'Irak ne pourra toujours pas choisir son destin d'elle-même mais sera dépendante des volontés régionales? Oui, ma question va peut-être recouper les précédentes. Que pensez-vous des informations qui ont été fournies par Snowden et Wikileaks, selon lesquelles Abu Bakr al-Baghdadi a donc rejoint les mouvements talibans en Afghanistan, a passé une période assez longue, je crois, à la fameuse prison de Bagram à Kaboul, dans laquelle il aurait été retourné par les Américains qui l'ont délibérément et sciemment envoyé en Irak. Donc, en quelque sorte, un missile numéro 2, version Ben Laden. Première question. Deuxième question, pensez-vous que le Kurdistan, dans ses frontières actuelles, même si elles n'existent pas vraiment, est viable en cas de fracture complète de l'Irak? Merci. Une quatrième, puis après on... Je vais prolonger la question précédente en vous demandant s'il n'y a pas des liens finalement entre les talibans afghans et l'État islamique en Irak. Et est-ce que l'Iran ne se voit pas en perdant en ce moment? Parce que s'il y a des liens qui se créent de nouveau entre un État islamique sunnite en Irak et un État taliban anti-chiite en Afghanistan, est-ce que finalement la victoire apparente à l'Iran ne sera pas une victoire à la Pyrrhus? Donc on va répondre juste répondre sur la question des talibans, puisque je crois que les talibans afghans et pakistanais ont beaucoup à faire en ce moment chez eux, face d'une part à l'avenir qui s'annonce avec le départ des troupes occidentales de l'OTAN et des Américains en particulier d'Afghanistan, ce qui fait qu'ils auraient plutôt tendance à mobiliser toutes leurs troupes. Et ensuite au Pakistan, où ils sont engagés maintenant dans un combat assez féroce, alors avec des périodes d'accalmie, des trêves et tout ça, contre l'armée pakistanaise qui enfin a fini par leur déclarer un peu la guerre. Donc je ne crois pas que leur priorité fondamentale soit d'intervenir en Syrie et en Irak, même s'il y a eu effectivement un certain nombre d'appels en ce sens lancés depuis les zones tribales, et même si on fait état également de la présence de combattants pakistanais en Syrie notamment, mais je crois que ça ne doit pas dépasser quelques dizaines, au maximum quelques centaines, donc ça reste très très marginal. Voilà pour le... Maintenant, d'abord une question sur l'idéologie quand même, qui semble intéresser beaucoup.
Alors, au niveau de l'idéologie, je l'ai dit, c'est le substrat, c'est le salafisme. Donc, c'est le modèle des salafs, les premiers compagnons du prophète, qui sont considérés comme des modèles de piété, de foi qu'il faut suivre. Donc, le retour à l'islam des origines. Et la question donc, de l'orthodoxie sunnite, c'est bien pour ça que j'ai dit qu'il y a la pratique donc, effectivement courante du takfir, l'excommunication, puisqu'il y a en arrière-fond donc, cette idée d'imposer ce qui est considéré comme la voie, la seule voie possible, qui est le sunnisme. Donc tout ce qui est considéré comme étant dans le rejet, hein, c'est pour ça d'ailleurs que les chiites sont qualifiés de réjectionnistes, donc ceux qui rejettent l'orthodoxie, la voie, la seule voie, hein, c'est même pas une question de gradation, c'est l'orthodoxie, la seule voie possible. Tout est supprimé, donc d'où les massacres de minorités chrétiennes, yézidis, et les campagnes anti-chiites qui sont conduites en réalité depuis maintenant des années. Ça a commencé en 2003. Les attentats, les attentats spectaculaires contre les populations chiites, les pèlerins, les civils, tout ce qui s'assimilait donc à ce qui est considéré encore une fois comme mécréant, apostat par ces sunnites salafistes, ça a commencé en 2004. Au moment où les Américains aussi, donc comme je l'ai dit, lançaient leurs opérations meurtrières dans les bastions donc, de Falloujah, dans une moindre mesure Ramadi, qui sont les deux villes, comme je l'ai dit, insurgés historiques dans la grande province sunnite d'Al-Anbar. Donc, au niveau de l'idéologie, il y a une question intéressante, c'est qui produit. Quand j'ai parlé de cette génération d'Irakiens, le prédécesseur d'Abou Bakr al-Baghdadi, qui était donc Abu Ammar, était connu pour son érudition. Il a produit un certain nombre de documents écrits qui ont été diffusés, y compris sur Internet, et qui étaient reconnus comme symbole, preuve de son érudition et de sa capacité à prendre les rênes du combat, non seulement sur le plan idéologique, mais aussi militaire, parce qu'en réalité, il était au combat, il a pris part aux batailles de Falloujah. Et quand j'ai parlé de la radicalisation près 2003, oui, on sait qu'il y a un certain nombre d'anciens d'Afghanistan, irakiens, et dont certains revenus en Irak dans les années 90 et qui ont aussi été dans cette mouvance salafiste qui a radicalisé un certain nombre de milieux sunnites qui étaient prédisposés puisque conservateurs. Et ça, c'est aussi valable pour certains milieux dans l'armée et certains bassistes, en tout cas à un certain niveau du parti. Concernant l'identité irakienne, je trouve que c'est une question importante et intéressante parce que finalement, il y a cette communautarisation, confessionnalisation de l'Irak. Je pense que ça a été très bien démontré si on prend le jeu électoral et la manière dont le vote s'est cristallisé dès 2005, dès les premières élections législatives autour de coalitions communautaires, avec cette difficulté pour les coalitions type celle d'Alaoui en 2010 ou les partis nationalistes historiques de s'imposer dans cette après Saddam Hussein. Je crois que dans le même temps, le paradoxe, c'est que les Irakiens se sentent toujours Irakiens. Enfin, en tout cas, du côté arabe, c'est très clair. Il y a le rejet effectivement du confessionnalisme. Par exemple, pendant les manifestations de 2011, à la suite des printemps arabes, il y a eu un certain nombre de manifestations en Irak qui demandaient non pas la chute du gouvernement, mais des réformes. Et il y avait toute cette syntaxe anticonfessionnelle qui tendait à dire que le confessionnalisme, c'était aussi l'instrument des élites pour diviser les Irakiens, pour retarder l'adoption de réformes concrètes pour améliorer le quotidien de la population. Donc il y a un certain nombre de paradoxes identitaires, j'ai envie de dire comme dans toute société. Le problème étant qu'au fur et à mesure de ces vagues de violence, on a en réalité un lien social qui s'est perdu. Donc ça va même au-delà, je pense. Hamid Bozarslan disait dans un débat récemment que ce n'était pas seulement l'effondrement des États auxquels on assistait, en tout cas de l'État irakien, mais aussi de la société. Mais cette société a implosé en réalité il y a très longtemps. Je parle de l'embargo. Il y a eu, je pense, tout de même une fracture sociale sans précédent après la guerre du Golfe et qui a été exacerbée sous l'embargo. Je pense qu'on n'en parle pas assez. Alors que tout était finalement, enfin beaucoup de phénomènes, encore une fois, qu'on a observés dans l'après 2003 et qu'on observe aujourd'hui encore, étaient préfigurés par ces années. Pour finir, je pense que l'Irak aura du mal à se... Je vais juste finir sur cette idée
d'indépendance. Je crois que c'est tout le problème aujourd'hui. C'est que, je suis assez critique de cette idée de régionalisation du règlement de la crise syrienne, parce qu'on demande aux États qui finalement ont contribué à l'instabilité, qui ne sont pas les seuls, mais qui ont contribué plus ou moins directement à la déstabilisation de l'Irak, aujourd'hui finalement de trouver des solutions à la reconstruction de l'Irak. Moi je pense que la solution elle est irakienne. Alors dans le contexte actuel, il y a évidemment ces frappes aériennes qui ont permis aux Kurdes de reprendre la main, à l'armée irakienne dans un second temps. Comme j'ai parlé des différents leviers qui pourraient être activés au plan local sur le terrain contre les djihadistes, mais qui supposent effectivement en arrière-fond de relancer le processus politique et d'amorcer une forme de réconciliation, même à minima, qui de toute façon, dans les circonstances actuelles, à mon avis, s'impose. Mais au-delà de ça, je ne crois pas, encore une fois, je ne vois pas de perspective de réengagement américain en Irak. Ce n'est pas l'objectif d'Obama. Et je ne vois pas non plus comment, encore une fois, on peut régionaliser le règlement de cette crise et aussi de la crise syrienne, là où ces États ont quand même joué un rôle très important dans la déstabilisation. Donc je crois que c'est cette idée, quand on parle de reconstituer des oppositions qui soient des oppositions fiables, modérées, qui ont un projet politique pour ces pays, c'est valable. Mais aussi en Irak, parce que vous parliez du dernier gouvernement qui vient d'être formé, c'est un gouvernement quand même qui déçoit. Il faut le dire, qui n'associe pas les sunnites, alors que c'était tout de même une question qui reste en suspens, avec des élites qui ne sont pas renouvelées. On voit que finalement, on a passé des gens qui étaient déjà au gouvernement, qui n'ont pas, pour certains, brillé par leurs compétences. On les a simplement un peu fait changer de poste. Donc tout cela pose un problème. La question de l'opposition en Irak, elle est aussi valable qu'en Syrie, à mon avis, dans des termes peut-être un peu différents, mais il n'y a plus aujourd'hui vraiment d'alternative. On a soit effectivement l'État islamique ou un régime, des régimes, alors soit ouvertement déjà autoritaires, soit qui tendent à l'être. Alors c'était le cas pour Maliki, voyons quelle sera la suite avec le nouveau Premier ministre, mais encore une fois, je pense tout de même que cette affirmation qui a été celle d'Hollande en disant que la transition irakienne était réussie, elle me paraît un peu extrapolée. Les enjeux sont quand même encore énormes, avec un processus politique, oui, qui doit être relancé, mais aussi... Alors l'inclusion aussi, je vais juste finir là-dessus, l'inclusion, gouvernement inclusif, les Irakiens demandent du débat politique. Vous parliez des élections de 2010, la déception, elle porte aussi sur cela, c'est qu'il n'y a pas de débat, il n'y a pas de projet politique, et je crois qu'aujourd'hui, ça devient une urgence pour une population qui demande des réformes, au-delà du débat sur les attaches communautaires de chacun, et qui aujourd'hui échappe quotidiennement à la barbarie quand elle le peut, ou alors prend la fuite. Sans espoir de retour, et sans même parfois volonté de retour, parce qu'en réalité, les chrétiens, aujourd'hui, si vous leur demandez s'ils peuvent prendre les valises et quitter le pays définitivement, ils le feront. Et ils le disent même indépendamment de la politique qui est celle de la France, où ce sont des populations qui sont soumises à ces violences depuis des années. Et au-delà, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des minorités, les populations civiles en général, moi je suis quand même assez... je tendrais à apporter une nuance sur le soutien des sunnites à l'État islamique. Il y a eu effectivement un retournement de certaines tribus et de certains groupes en faveur de l'État islamique, mais la réalité, c'est que, à mon avis, que les sunnites étaient tellement écœurés dans leur province de la politique qui a été celle de Maliki pendant 8 ans, qu'on a eu une passivité, qui se sont laissés faire, qui ont laissé finalement les djihadistes rentrer avec un certain nombre quand même d'actes aussi barbares dans ces régions, et aujourd'hui un début de revirement. Parce qu'on le voit, même dans la province d'Al-Anbar, on a des hommes qui se disent prêts à lutter. Mais aujourd'hui, l'État islamique, c'est l'organisation qui a les armes, qui a les hommes, là où encore c'est cette opposition, et c'est aussi valable en Irak, et des armées sans soutien, donc comment livrer la bataille? Je pense que c'est une question qui est commune aux deux pays. Bonjour. Alors, vous avez parlé, déjà au tout début, vous avez dit que l'intervention avait commencé en janvier et on n'en a entendu parler qu'en juin. Donc, je voudrais savoir pourquoi est-ce que toute la communauté internationale s'en est inquiétée en juin et pas avant. Et deuxièmement, vous avez parlé des rentes pétrolières. Dans quelle mesure IS maîtrise les infrastructures critiques et stratégiques? Et si c'est le cas et qu'ils en maîtrisent beaucoup, qui achète le pétrole produit, s'il vous plaît? Juste sur la question de Fallujah, nous avions eu un débat ici
peu de temps d'ailleurs après la prise de Falloujah. Donc la question de la prise de Falloujah par l'État islamique en Syrie et au Levant à l'époque, et d'autres composantes, ce que j'appelais à l'époque une intifada sunnite, on l'avait quand même déjà abordé. Donc ce n'était pas totalement une surprise, parce que ça a fait l'objet d'un débat, je ne sais plus, en mars ou quelque chose comme ça. Donc voilà. Pour répondre simplement, pourquoi on s'en soucie en juin? Parce qu'en juin, on a une ville qui tombe et puis des massacres massifs. On attend toujours finalement le comble de l'horreur pour ouvrir les yeux. Et parce qu'on a de fait une frontière effectivement qui tombe, en tout cas dans la rhétorique qui est celle des djihadistes. Voilà, alors après, je crois que la situation, elle était déjà catastrophique, comme je l'ai dit, il y a plusieurs années, en tout cas dans le cas de l'Irak. En 2013, on a refusé d'intervenir. Alors bon, il y a toujours aussi ce débat sur l'intervention, mais là, il ne s'agissait pas d'une intervention comparable à 2003. Enfin, sur la question de la Syrie, c'était pas une intervention contre un régime pour des motifs idéologiques et avec un certain nombre de mensonges qui avaient été servis par les Américains et qui avaient suscité tous ces débats. Là, on intervenait déjà pour protéger les populations. Enfin, c'est une question qui se posait déjà en 2013. On ne l'a pas fait. On attend effectivement une hécatombe pour agir, sachant que, par ailleurs, oui, ces questions nous concernent directement, parce que je crois aussi qu'on a voulu se bercer d'illusions, en tout cas en Occident et plus particulièrement en Europe, qu'on était finalement prémunis et qu'on pouvait ne plus avoir de politique à l'égard de cette région, se couper finalement de cette région et puis les laisser s'entretuer. C'est un peu l'argument de certains qui est un argument non seulement indécent sur le plan moral, mais si on ne veut pas procéder par considération morale, qui est de toute façon qui ne tient pas, parce que oui, on est directement concerné, et pas d'ailleurs sur la question seulement des djihadistes, mais parce qu'on a des liens très étroits, très forts avec cette région, et qu'on ne peut pas fermer les yeux et finalement ne plus se préoccuper de notre proche voisinage. Et on peut élargir en parlant de la Libye aujourd'hui, qui menace de plonger l'ensemble du Maghreb dans le chaos. Je vais peut-être un peu loin en disant ça, mais enfin, sur le long terme, quel est l'avenir de cette région? Donc, je crois qu'il y a, de toute façon, il y a polémique sur la notion d'intervention et ce qui se passe. Moi, je ne pense pas qu'on assiste à une nouvelle guerre d'Irak. Comme je l'ai dit, Obama n'est pas dans cette perspective. Il est triste qu'on ait attendu effectivement un tel pourrissement pour réagir. Je suis d'accord avec l'idée que la solution, elle est politique, mais aussi politique au niveau occidental. Quelle est notre politique à l'égard de cette région et qu'est-ce qu'on défend? Parce qu'on avait pris, en tout cas au niveau européen, adopté des grands principes à l'égard des transitions démocratiques, d'appui aux transitions, etc. Et ça a duré quoi, l'affaire de 6 mois et finalement, après, silence. Donc je crois qu'on a aussi un problème il faut développer une réflexion plus sérieuse sur nos rapports à cette région, sans forcément, encore une fois, entrer dans l'ingérence ou ne pas faire cas de la souveraineté de ces pays. D'où l'importance aussi, à mon avis, voilà, de contrer cette rhétorique anti-frontière ou de reconnaître à l'État islamique, finalement, d'avoir parachevé ce projet. Et voilà pourquoi je faisais cette remarque sur cette idée de frontière, même si, encore une fois, elle est remise en cause par un certain nombre de groupes. Mais en tout cas, il me semble qu'il ne faut pas rentrer dans cette logique, parce que la réalité, c'est que beaucoup de populations ne sont pas satisfaites avec l'état actuel des choses. Il y a ces poussées fédéralistes, régionalistes, autonomistes que vous mentionniez. Et dans le même temps, beaucoup d'Irakiens ont du mal à se projeter en dehors d'un cadre qui soit irakien. Il y a eu quand même cette réappropriation de l'Irak, en tout cas par un certain nombre d'Irakiens aujourd'hui je ne vais pas parler des Kurdes. Les Kurdes, c'est un cas spécifique, mais je crois qu'il faut en tout cas en l'état maintenir ces cadres. Sinon, c'est rentrer dans, finalement, faire le jeu de ces groupes qui, encore une fois, profitent de l'effondrement de l'État, comme vous le disiez, et puis aussi de cet affaiblissement des frontières. Oui, je vais être très bref. Sur le pétrole, si vous avez du pétrole, vous devez savoir que c'est très facile de le vendre.
voilà, tous les trafics en Irak sont possibles, que ce soit par le biais du Kurdistan, par l'Iran ou même par la Turquie. Donc, il n'y a aucun problème. Si vous avez le contrôle d'un puits de pétrole, vous pouvez trouver très facilement et les compétences et les réseaux pour vendre ce pétrole. Je voudrais revenir sur la question des identités irakiennes. Bon, je crois qu'il faut dissocier le cas des identités ethniques, arabes, kurdes, d'une part, et des identités confessionnelles. Les Kurdes, on le sait, ne se sont jamais sentis irakiens. Ils ont été rattachés de force au royaume arabe hachémite d'Irak en 1925 par la Société des Nations, alors qu'il y avait eu un référendum auquel ils avaient participé pour dire non, on nous a promis un État indépendant, nous ne voulons pas être rattachés à un royaume qui va continuer à afficher son arabité. Et les Kurdes, ne se sont jamais sentis irakiens. À savoir si un État kurde est viable. Bon, il y a d'autres exemples dans la région d'États enclavés, l'Arménie par exemple, bon, qui n'est pas un grand exemple de démocratie ni d'indépendance. Mais voilà, bon, souvent, voilà, on compare le Kurdistan à l'Arménie et le Kurdistan a des atouts. Le problème en ce qui concerne le Kurdistan, c'est celui des limites. S'il y avait une reconnaissance par les pays voisins, et j'ai pu voir que aussi bien à Ankara qu'à Téhéran, aujourd'hui, il y a une évolution très rapide. Qui aurait pu croire, par exemple, que le gouvernement turc armerait les Peshmerga et que le PKK était en voie de dédiabolisation parce qu'il fait cause commune donc, avec les Peshmerga d'Irak, alors qu'ils ont été très maltraités. Le PKK a été très maltraité par les Kurdes d'Irak. Ils ont été chassés par l'armée turque et parqués dans des camps dont ils n'avaient pas le droit de sortir, gardés par des frères kurdes, eux aussi, qui avaient des bonnes relations avec le gouvernement de l'AKP turc. Et dernièrement, quand Massoud Barzani est allé rendre visite à Recep Tayyip Erdogan lors d'un grand rassemblement à Diyarbakır, voilà, beaucoup de gens scandaient des slogans hostiles en lui disant pourquoi tu votes AKP, Massoud Barzani, tu es kurde, mais tu votes AKP contre tes frères kurdes de l'État turc. Donc c'est la question de la reconnaissance régionale qui peut garantir la réussite d'un État kurde, dans la mesure où il y a des Kurdes en Turquie, il y a des Kurdes en Iran, il y a des Kurdes en Syrie. Et à mon avis, ça devrait être... bon, je pense que l'indépendance du Kurdistan est inéluctable. Hein. Donc les États voisins l'ont admis ou sont en train de l'admettre. La seule difficulté, ce sont les frontières. Vous savez qu'il y a des territoires disputés et que les Kurdes courent après un grand Kurdistan qui irait de Sinjar à une grande partie de la province multiethnique de Diyala, évidemment avec Kirkouk et un certain nombre de puits de pétrole. Voilà, il faudrait que lors d'une conférence internationale, c'est une proposition, il y ait donc la reconnaissance de l'indépendance kurde à la condition que les Kurdes se limitent à leurs 3 provinces, donc Sulaymaniye, Erbil et Dohuk, et qu'il y ait peut-être des liens culturels facilitant le passage entre le Kurdistan et les autres provinces, notamment celle de Ninive, Mossoul, mais qu'en aucun cas les Kurdes ne poursuivent le rêve du Grand Kurdistan dans des régions qui sont mixtes. Bon, le cas de Kirkouk est symbolique. C'est une ville qui a sans cesse changé de majorité au fil des régimes. Si vous voyez les recensements depuis l'époque ottomane jusqu'à aujourd'hui, il y a eu au début une majorité kurde, ensuite une majorité arabe, ensuite à nouveau une majorité kurde, et aujourd'hui les Kurdes ont fait voter des gens qui ont été expulsés de Kirkouk il y a 30 ou 40 ans. Par contre, ils ont privé
ils ont privé de vote un certain nombre d'Arabes originaires du sud de l'Irak que Saddam Hussein avait fait venir pour arabiser la ville. Donc on voit bien qu'on est dans une logique inextricable et que la seule solution, c'est de reconnaître donc un statut à Kirkouk qui soit une ville multiethnique et multiconfessionnelle, ce qu'elle a toujours été et ce qu'elle est, que les Kurdes, donc, contre la reconnaissance de leur indépendance, reconnaissent qu'ils abandonnent donc ce qu'ils appellent les territoires disputés. Alors ça, c'est pour l'aspect ethnique arabe-kurde. En ce qui concerne l'aspect confessionnel, les identités, c'est quelque chose qui est très mouvant, et ça peut évoluer très rapidement. En Irak, il y a une irakité, il y a un très fort sentiment d'irakité, mais il faut le dire, qui s'est souvent conjugué avec le chiisme majoritaire. Traditionnellement, les partis irakistes étaient majoritairement chiites, et le premier d'entre eux, c'était le Parti communiste irakien, ou le régime du général Qassem, qui ne voulait pas inclure l'Irak dans un grand monde arabe majoritairement sunnite. Donc les chiites se sentent profondément irakiens parce qu'ils ont un État arabe où ils sont enfin majoritaires. En ce qui concerne les sunnites, c'est quand même beaucoup plus problématique parce qu'ils se sentent irakiens à condition de contrôler l'État. Mais dès l'instant qu'ils ne contrôlent plus l'État, leur irakité, on l'a vu à plusieurs reprises, les officiers chérifiens sunnites qui sont revenus au moment de l'occupation britannique en 1920 étaient partisans du grand royaume arabe. Voilà. Et les sunnites se sentent, même en Irak, majoritaires, et ils ont, même minoritaires, gouverné l'Irak et les autres communautés comme si ils étaient la majorité parce qu'ils étaient adossés au-delà des frontières à des régions et à des pays où ils sont majoritaires. Donc l'irakité des sunnites est beaucoup plus problématique que celle des chiites qui, elle, à mon avis, est beaucoup plus affermie. Mais bon, on peut en discuter. Pardon, monsieur, vous pouvez nous dire qui sont exactement les yézidis et pourquoi ils sont poursuivis par l'État islamique? Alors, les yézidis sont des kurdophones, mais ils vivent... Il n'y a pas véritablement de continuum entre la population kurde, qui est majoritairement sunnite, avec quelques minorités chiites, et le Jebel Sinjar, donc, qui est donc la région où vivent majoritairement les yézidis, d'ailleurs à cheval entre la Syrie et l'Irak. Les yézidis sont une secte syncrétique qui donc agrège des notions de soufisme, des notions de l'ancienne religion de la Perse, donc de mazdéisme, puisque voilà, on les appelle, leurs adversaires les appellent faussement les adorateurs du diable. En fait, ils ne sont pas adorateurs du diable, mais ils disent que Dieu, dans son immense miséricorde, a réhabilité Iblis, donc le diable qui a retrouvé donc sa place parmi les anges et qui n'était plus un ange déchu. Voilà, c'est une religion très difficile à connaître parce qu'il y a un peu comme chez les Druzes, il y a un secret du corpus religieux yézidi, et les simples fidèles sont très ignorants. Voilà, il y a un certain nombre de rituels, surtout liés à des pèlerinages autour de tombeaux, notamment dans le Jebel Sinjar. Mais en dehors du personnel religieux, très peu de yézidis seront capables de vous dire la base de leur foi. Alors, ils sont traditionnellement victimes des exactions à la fois des sunnites, des tribus sunnites qui les ont... parce que ce sont des tribus, ce sont des sédentaires,
donc confrontés à des nomades qui vivent de razzia, donc les Arabes sunnites de la plaine de Mossoul ou de la Jésirée, traditionnellement faisaient leur razzia contre les communautés paysannes yézidis, mais ils ont été aussi maltraités, il faut le dire, par les Kurdes, qui aussi ont une forte identité sunnite et qui ne les ont pas toujours accueillis comme des frères kurdes, tels qu'on peut le voir aujourd'hui. Je voudrais revenir un petit peu en arrière sur autour de la solution, au début de solution, où on a beaucoup insisté sur la nécessité que les Irakiens, que la solution vienne d'eux, mais de dire il ne faut pas que les gens de l'extérieur interviennent, et surtout pas les Iraniens. Quand on voit la coalition occidentale qui a cassé la baraque, il y a aussi les Américains, etc. Donc, ou bien on met tout le monde, ou bien je ne sais pas qu'il faut mettre, mais de dire il n'y a qu'une partie de l'environnement qu'on retient pour essayer de faire émerger une solution, je crois que ce n'est pas très raisonnable. Prendre la question de madame aussi. En fait, je voulais revenir au rôle possible ou impossible que joueront les autres pays de la région, parce que malgré le consensus affiché, on constate beaucoup d'hésitation par rapport à un engagement spécifique et beaucoup d'angoisse à propos des résultats possibles de la stratégie d'Obama. Simplement, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Compléter aussi pourquoi les pays arabes n'envoient finalement aucune force militaire aux côtés des forces américaines et françaises. Voilà. Je vais revenir sur quelques petites questions. Pour Falloujah, par exemple, quand il y avait la prise de Falloujah, juste après, quand il y avait la prise de Falloujah par les insurgés, y compris Daesh à l'intérieur, c'était pas tout à fait les mêmes choses quand c'était réalisé à Mossoul. À Mossoul, les rapports de force étaient tout à fait une autre chose. À Mossoul, quand ils sont arrivés, ils ont interdit tout autre slogan, tout autre drapeau. À Falloujah, c'était tout à fait le contraire. Ils étaient admis parmi les populations, parmi les insurgés, aux conditions qu'il n'y aura pas un seul drapeau pour Daesh. Pour la deuxième chose, pour les forces, l'intervention terrestre, bon, il y avait déjà, pendant avant 10 ans, il y avait une présence de tous les jours de 150 000 personnes bien armées, et malgré ça, on a vu le résultat. Donc ça ne va pas servir à quelque chose. Je crois que le scénario préparé, c'était un petit peu le même scénario de 2007-2008, quand il y avait les tribus sunnites. Ils avaient assez marre d'Al-Qaïda à l'époque. Ils ont demandé l'aide de Maliki, qui n'a pas accepté ça. Et donc, ils ont demandé l'aide des Américains. Et dans quelques semaines, quelques mois, disons, c'était bien éradiqué, pratiquement, Al-Qaïda. Voilà. Je ne vais pas être très longue. Mais non, moi je pense que... Alors sur Obama, je pense que l'affaire est devenue une affaire... personnel de l'Amérique et plus spécifiquement personnel pour Obama au moment où on a décapité un otage américain. Et d'ailleurs, les premières frappes visaient à sécuriser les personnels américains dans la région du Kurdistan, enfin à Erbil. Donc soyons très clairs. L'opinion américaine est sensible évidemment à la situation humanitaire qui est désastreuse sur le terrain, mais avant tout, c'est une affaire de personnel et d'intérêt américain. Et je crois que vraiment la décapitation du premier otage, James Foley, a eu un impact énorme sur l'opinion publique américaine. Et dès lors, Obama en a fait une affaire personnelle. Mais je dis que ce n'est pas la nouvelle guerre d'Irak. Pourquoi ? Parce qu'il a bien fait en sorte de dissocier son action de son prédécesseur, de George Bush et de la guerre de 2003, en disant effectivement que non seulement c'était déjà une réponse à cet assassinat d'un otage, d'un journaliste américain, et par ailleurs qu'on luttait contre une organisation transnationale, transétatique,
et à laquelle est associé le gouvernement irakien. Donc c'est bien qu'on reconnaît finalement. Alors moi je suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que, comme je l'ai dit, c'est une organisation qui a une base irakienne forte. Mais l'idée c'était vraiment en tout cas sur le plan du discours, de dissocier cela pour justement parce qu'Obama reste à mon sens dans une logique de toute façon de désengagement. Il a été ramené contre son gré vers le théâtre irakien et vers le Moyen-Orient. La coalition, sur l'idée de rassembler tout le monde, c'est impossible, puisque de toute façon, les perspectives ne sont pas les mêmes. La réalité, c'est que ces opérations, elles seront essentiellement américaines, avec l'appui de la France et de la Grande-Bretagne. Je crois qu'il ne faut pas se leurrer. Il y a l'idée, effectivement, que l'Arabie saoudite apporte son concours à la formation d'un certain nombre, enfin l'entraînement d'un certain nombre de rebelles syriens. Mais comme j'ai dit, moi, ce qui me pose problème avec cette idée de solution régionale, c'est que il faut certes essayer de limiter ces interférences qui ont été négatives par ces acteurs régionaux, mais dans le même temps, je crois qu'il n'y a pas encore vraiment de sursaut, en tout cas vers une solution régionale, parce que ces États ne sont pas encore, ils sont inquiétés, mais pas encore touchés en leur cœur. D'ailleurs, il a quand même fallu attendre que l'État islamique désigne très précisément le royaume saoudien, parce qu'on a un certain nombre de Saoudiens dans ses rangs qui veulent en découdre avec le clan saoud, pour qu'il y ait ces mesures, enfin ces déclarations fortes faites par le grand moufti et par le roi Abdallah, et l'armée déployée à la frontière. Mais en réalité, pendant longtemps, il y a eu une indifférence, voire effectivement un jeu plus ou moins direct d'appui à ces groupes qui remettent en cause l'État irakien et qui l'affaiblissent de manière, encore une fois, lourde depuis 2003, au-delà de l'action qui a été celle des Américains et sur laquelle qui n'est pas le propos ce soir. Concernant Falloujah, Falloujah offrait un terrain beaucoup plus facile à l'État islamique que Ramadi, par exemple. On le sait. Pour les raisons historiques que j'ai citées, le fait qu'il y a eu une radicalisation, que Falloujah était la ville martyre sous l'occupation, et que Falloujah est vraiment le paradigme, en tout cas, du sentiment de frustration, de colère des sunnites contre le Bagdad. En revanche, moi, dans les manifestations, j'ai suivi le déroulé des manifestations sunnites entre fin 2012 et l'offensive de 2014. On voyait quand même le drapeau de l'État islamique flotter dans certains endroits. Peut-être pas dans la ville, mais autour de la ville. Oui, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que de toute façon, après, on a cette espèce de combinaison de symboles qui, en tout cas, qui manifeste plus globalement quel est, encore une fois, comme j'ai dit, le ressentiment, cette coupure, en tout cas au niveau des sunnites, qui est à l'œuvre depuis 2003. Mais en tout cas, je pense que Falloujah, effectivement, était une cible facile, mais Mossoul aussi. En réalité, ils étaient présents dans la ville depuis un certain temps. La prise de Mossoul, c'est pareil. La chute de Mossoul, ce n'est que la suite logique d'un long processus de pourrissement, et le fait qu'ils avaient quand même depuis longue date des complicités à l'intérieur de la ville et une population qui leur était favorable. Mais encore une fois, je crois qu'il ne faut pas non plus extrapoler cette notion de soutien. De la même manière qu'on a vu les sunnites se retourner contre cette mouvance d'Al-Qaïda lorsque les djihadistes ont multiplié les décapitations, les prises d'otages, quand ils ont imposé la charia dans les villes, y compris à Falloujah d'ailleurs. Et justement, la réaction est venue des tribus qui n'acceptaient pas ça, parce que c'était aussi une position de défiance à l'égard de leur autorité et de leur contrôle de la ville. Donc je crois que les sunnites sont très versatiles, très changeants, mais je crois que malheureusement, il est difficile effectivement de tabler sur la réaction de ces tribus et de ces populations, mais on doit miser sur elles. La solution, elle viendra de ces territoires. La bataille sera livrée sur le terrain et pas exclusivement à travers une intervention occidentale. Je crois que là, penser le contraire, c'est se leurrer. La difficulté étant, comme c'est le cas aujourd'hui en Syrie, qu'en 2007, on avait des tribus qui ont été armées par les Américains. On avait aussi, à côté des tribus, une insurrection plus ou moins modérée, en tout cas qui ne s'en prenait pas aux civils qui luttaient contre l'armée américaine. On ne l'a plus aujourd'hui. Comme je l'ai dit, ces groupes se sont soit fondus dans la masse, soit ont rejoint les rangs de l'État islamique. Donc on a une population qui n'a pas le choix. Et qui n'est pas non plus qui ne voit pas d'un bon œil Bagdad, parce que finalement, cette alternance aujourd'hui,
toutes les questions sont posées. Et j'aimerais bien avoir votre avis sur le nouveau gouvernement. Tout de même, je ne crois pas que le gouvernement envoie un signal particulièrement positif aux sunnites pour le moment. Donc on reste finalement dans la même situation. Après, est-ce que le gouvernement va faire un geste plus fort envers les tribus? À partir de quoi on pourrait peut-être espérer une forme de négociation plus constructive avec les sunnites? C'est la question en réalité, parce qu'au niveau du personnel politique sunnite à Bagdad, pour l'instant, rien ne se passe. Dernière question. Merci. Oui, j'ai entendu tout ce que vous avez dit très bien. On a l'impression ce soir que tout commence en janvier avec Falloujah. Et ce qui est frustrant, c'est qu'on ne parle pas qu'à partir de juillet 2012, ce n'est pas janvier 2014, juillet 2012, ces groupes armés de Daesh ont été infiltrés en Syrie, dans la petite ville de Kobani, la ville kurde, avec l'aide de la Turquie, armés jusqu'aux dents, justement sous le prétexte de combattre le PYD, qu'on considérait comme la facette de PKK ou la branche syrienne de PKK. Par la suite, donc depuis juillet 2012, les Kurdes sont en train de combattre Daesh et plein d'exactions ont été commises dans le Kurdistan syrien sans qu'on en parle. Et l'État islamique s'est proclamé, pour répondre à la question de monsieur idéologiquement, et à partir de quel moment Al-Qaïda est devenu idéologiquement un État, où elle proclame un État. Depuis avril 2013, Daesh s'est proclamé un État à Al-Raqqa. Et tous les jours, il y a un membre de l'opposition syrienne laïque qui est égorgé de la même manière que cet Américain. Mais on n'en parle pas. Personne n'en a parlé. Et l'État islamique, Daesh, a commencé depuis avril 2013 à imposer, entre guillemets, des institutions d'État avec une assise territoriale, avec une armée, avec toutes les armes que le régime de Assad, le dictateur Assad, les a laissées. Et regardez aujourd'hui les chiffres. Quand vous regardez le nombre des morts et de bombardements du régime de Assad, on en a 130 fois plus à Alep et à Damas qu'à Al-Raqqa, alors qu'il y avait l'État islamique qui est proclamé là-bas. Partant, deux questions. Est-ce que vous ne pensez pas que nous avions tort de laisser faire en Syrie et de ne pas intervenir? C'est là-bas qu'il fallait intervenir. Et deuxièmement, pourquoi on ne parle pas du tout de ce rôle ambigu de la Turquie qui refuse, même aujourd'hui, d'adhérer à la coalition? Alors, je crois d'abord que Myriam a parlé tout à l'heure du fait que... Je ne me trompe pas, hein, on a mentionné quand même le rôle, toutes les ambiguïtés, en particulier des puissances périphériques. Non, je crois effectivement, vous avez tout à fait raison. Il y a des ambiguïtés de la Turquie. Il y a effectivement eu une aide d'Ankara à l'État islamique, mais est-ce que c'était quelque chose de marginal ou est-ce que c'est quelque chose de fondamental? Moi, personnellement, j'aurais tendance à dire que ça reste marginal. Je pense que la Turquie a effectivement beaucoup plus aidé le Front al-Nosra, donc l'organisation concurrente de l'État islamique, que l'État islamique lui-même, même s'il y a pu y avoir quelques connivences ici et là au niveau probablement des services secrets. Bon, simplement, ce qui nous induit à poser aussi cette question, est-ce que le dossier irakien peut être réglé sans que soit réglé le dossier syrien, et inversement, est-ce que le dossier syrien peut être réglé sans que le dossier irakien le soit? Moi, ce que je voudrais dire par rapport à cela, oui, on a eu tort de ne pas intervenir, mais on a eu aussi l'indignation particulièrement sélective, parce que là, on est en train de revenir sur l'Irak, mais j'ai fait mention de la répression du régime de Maliki contre les populations civiles sunnites. Vous l'avez aussi mentionné dans votre intervention. Il n'y a pas eu de mobilisation, hein. Moi, j'ai pris des positions très fortes contre Maliki.
en disant qu'on était revenu à un régime de dictature. Maliki bombardé, réprimé. Il y a eu le massacre de Houaïja qui est quand même parlant. On n'en parlait pas de l'Irak. Alors que déjà l'État islamique était présent, comme vous le disiez, et que la politique de Maliki a été une politique de répression intolérable. Personne n'en a parlé. Donc les termes du débat, de toute façon, sont les mêmes. Je suis tout à fait d'accord pour dire qu'on a fait une erreur de ne pas intervenir en Syrie, mais de la même manière, on a fait une erreur de laisser l'Irak pourrir, parce que c'était un peu ça. Les Américains ne voulaient plus en entendre parler, et de toute façon, comme on considérait que c'était la chasse gardée des Américains, on a fermé les yeux. Et puis, bon, sans compter les intérêts, évidemment, aussi qu'il y avait, pour un certain nombre de pays, à fermer les yeux sur cette réalité politique de l'Irak, pour se concentrer sur le climat des affaires. Hein. C'est... Bon. Il faut quand même le dire. Non, mais parce que sinon, je pense qu'on exclut une dimension. Et je dis ça parce que j'ai pris des positions très fortes contre Maliki, qui m'ont valu des critiques. Et j'avais dit que Maliki était, pour moi, un désastre absolu. Enfin, vraiment. Pour revenir à la Turquie, bon, je pense l'avoir mentionné dans mon intervention. Je pense que vous avez tout à fait raison. Et ça date, encore une fois, de 2003. La Turquie a aussi eu ses propres filières pour faire passer des djihadistes vers l'Irak, lesquels se sont ensuite réexportés vers la Syrie. Aujourd'hui, on sait que pour une poignée de dollars, on va faire son djihad en Syrie en passant par la Turquie. Donc oui, mais ça, c'est aussi une question importante, la Turquie, parce qu'on en parle aujourd'hui, mais c'est un rôle qu'on connaît depuis un certain temps aussi. On a l'impression de découvrir que la Turquie joue un rôle dans tout cela, mais encore une fois, si on remonte, ça fait un certain temps que la Turquie a une position qui est une position indéfendable, en tout cas sur ce dossier. Maintenant, juste une dernière chose, moi je pense qu'intervenir sur les deux fronts, ce sera difficile. En tout cas, dans le timing, il y a une question de timing. Pour l'instant, le choix, en tout cas, semble être l'Irak. Il faut faire en sorte qu'il n'y ait plus ces flux en réalité de combattants, parce qu'on le voit, il y a des mouvements de repli, de passage, surtout de repli. À partir du moment où on arrive à redéployer l'armée à la frontière, à essayer, même si ce sera un combat très long, d'entamer une contre-offensive, une contre-mobilisation contre l'État islamique, je pense qu'on aura tout de même privé cette organisation d'un pan territorial important, de ressources importantes qui permettront ensuite une action en Syrie beaucoup plus efficace. Mais je ne suis pas militaire, je ne sais pas quelles sont les discussions aujourd'hui qui ont cours pour définir une stratégie qui permette effectivement de résoudre la question sur les deux fronts. En même temps, je pense qu'il faut effectivement rétablir cette frontière parce que symboliquement, même c'est une manière de répondre aux djihadistes et de répondre à cet État islamique, enfin ce califat aujourd'hui qui ne reconnaît pas ses frontières. Voilà. Après, je ne sais pas quels sont les plans aujourd'hui de cette coalition qui est en train de se former. Et d'ailleurs, on ne les aura pas parce que, évidemment, il y a des questions aussi stratégiques derrière tout cela, de renseignement, etc. Mais je crois que la question du rétablissement de la frontière est vraiment très importante pour les opérations, à mon avis, qui vont venir. Et encore une fois, la mobilisation des populations sur le terrain. Je ne pense pas que la solution viendra des Occidentaux ou des puissances régionales, même si, encore une fois, la remobilisation à travers des frappes aériennes qui sont les bienvenues aidera à reprendre en main, mais seuls les Irakiens et les Syriens, en réalité, peuvent vraiment faire le travail. Donc il faut favoriser les conditions de réémergence d'une opposition en Syrie qui puisse reprendre la main et en Irak, activer les leviers que j'ai mentionnés. Moi, j'ai publié un papier dans Libération, que vous avez peut-être vu, Jean-Pierre, sur justement les tribus en disant le contexte n'est plus le même aujourd'hui, ce sera beaucoup plus difficile de répliquer la Sarwa. Mais il faut regarder qui on a sur le terrain qui peut aller se battre, parce qu'on ne gagne pas une guerre à travers des frappes aériennes. C'est complètement illusoire. Je vais quand même donner un chiffre. Je pense qu'il est exact, parce que je me suis fondé sur les dernières élections. Vous savez que les forces de sécurité et l'armée votent séparément lors de ces élections. Et donc, on a une idée du nombre d'électeurs qui sont des soldats ou des gens des forces de sécurité, et pas des milices. Et on arrive au chiffre de 1 100 000 et quelques mille. C'est-à-dire qu'on a des forces de sécurité qui sont absolument gigantesques et qui, malgré cela, n'ont rien fait à ce jour contre un groupe au départ qui ne devait guère constituer que 3 ou 4 000 hommes.